Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, qui vient pour la première fois ce soir, ici? Pas mal, bravo. Alors, on va pas faire un concours, mais comme vous avez remarqué, nous sommes plusieurs associations, plusieurs groupes à s'associer, à se regrouper. Donc, il y a le groupe Keep Raising, dont certains représentants vont arriver tout à l'heure, pour ceux qui les connaissent déjà. Et il y a le groupe Jewish Land. Où est Ruben? Il est là-bas. Et Sarah. Donc, Jewish Land a fait un très très gros travail ce soir. Je crois que c'est lui qui a la coupe. Et il y a aussi Ortora, Olami Saint-Mandé, qui est donc basé juste à côté à Saint-Mandé. C'est pour ça qu'on est à Saint-Mandé. Et évidemment, il y a Étincelle, quel beau nom, qui est le nom d'artiste, si on peut dire, de ce centre communautaire Rachi, qui nous est prêté très généreusement, très gentiment par la communauté ici, et avec son président, Monsieur Jackie Moyal, et son Rav Elbaz. Donc vraiment, on les remercie énormément. C'est même eux ce soir qui nous offrent le repas thaï qui va suivre le cours, ainsi que le restaurant thaï également nous sponsorise. Voilà, donc on les remercie profondément. Et on y va les garçons, on vous attend. Voilà, ils sont là, on peut commencer. Alors nous aurons d'abord un petit cours rapide de... Hop, papa, c'est bon, nickel, c'est bien, c'est bien. Ça, tu l'as loupé, normalement il faut le balancer avec un coup d'épaule. Voilà. Voilà, en fait, pour enlever une chaise. Ok. Donc on va faire un petit cours déjà, comme ça, pas très long, vous allez voir, ne vous inquiétez pas, je sais que vous avez très faim, vous êtes pressés. Ensuite nous aurons une intervention parce que c'est notre nouveau concept. C'est qu'après chacune de mes interventions, il y a une intervention d'un volontaire qui est parfois un peu désigné. Mais bon, vous inquiétez pas, c'est à la fin, il devient volontaire. Voilà. Donc c'est Anthony ici présent qui va improviser quelques mots. Voilà, j'en dis pas plus, c'est la surprise. Et ensuite, discussion. Alors, on m'a souvent fait le reproche que dans mes cours, il n'y a pas assez d'histoire. Alors, je vais vous raconter une histoire. Qui veut éteindre la lumière? On se met une ambiance. On se met une ambiance. Alors, il faut que vous imaginez, donc, il y a quelques milliers d'années, à l'époque de Rabba bar Avoua. Rabba bar Avoua, donc c'est l'époque de la Gemara, des Amoraïm, des Tanaïm, et c'est un rave qui est très pauvre. Il est très pauvre. D'Achikile Alma, comme ça on dit. Le monde est serré pour lui. Il avait vraiment beaucoup de mal même à se nourrir. Et c'était assez courant. Tout le monde connaît l'histoire de Rabbi Akiva qui est parti pendant 12 ans de chez lui pour aller étudier. Donc souvent, pour étudier, il n'y avait pas tous les livres que nous avons. Il n'y avait pas évidemment tous les moyens de communication que nous avons. Et donc les gens, ou ils se contentaient du Sefer Torah. Alors le Sefer Torah avec les 5 rouleaux de Moshe Rabbeinu, et ensuite les 19 livres, ça veut dire les 24 livres du Tanakh, qui étaient également sur des rouleaux. Donc soit il y avait des rouleaux parchemin en cuir avec l'écriture, comme on connaît ici, et c'est tout. Il n'y avait aucun livre. Walou, walou, walou. Donc celui qui voulait étudier, approfondir et donc accéder à la vraie connaissance de la Torah qui passe par la Torah orale, il devait souvent s'exiler. S'il n'y avait pas une yeshiva dans la ville où il habitait, il fallait partir. Il fallait partir et vous savez, il n'y avait pas, comment dire, les versements, il n'y avait pas la sécurité sociale, il n'y avait pas les pensions, je sais pas, il n'y avait pas les kolélim même. Et donc les gens partaient, ils laissaient leur famille ils laissaient leurs femmes, leurs enfants des fois avec leurs économies. Eux, ils partaient comme ça sur les chemins avec rien. Et ils mangeaient ce qu'ils trouvaient, et sur place, ils mangeaient, c'était difficile. Donc c'était une Messirut Nefesh, c'était un don de soi exceptionnel pour pouvoir aller dans des endroits de Torah et se remplir de Torah et revenir des fois après quelques années et rentrer à la maison et pouvoir ensuite rediffuser la Torah dans leur ville d'origine, on va dire. Et donc Rabba bar Avoua, c'était son cas. C'était son cas, il était extrêmement pauvre.
Et une fois, il a eu la chance d'avoir un dévoilement de Eliyahu Hanavi. C'est pas quelque chose de courant. Il se promenait dans un cimetière de non-juifs. Je ne vais pas expliquer pourquoi, parce qu'on ne peut pas tout expliquer ce soir. Et dans ce cimetière-là, d'un seul coup, il voit Eliyahu Hanavi. D'accord ? Bon, il faut déjà être capable de le reconnaître. Il faut avoir ce dévoilement. Donc c'est un très haut niveau, vous imaginez bien. Et souvent, est-ce que vous êtes déjà posé la question, quelle question vous pourriez poser à Eliyahu Hanavi ? Imaginez, Eliyahu Hanavi peut répondre à n'importe quelle question. Il peut vous répondre à n'importe quoi. Quelle question vous lui poseriez ? D'accord ? Alors je sais, les filles disaient je voudrais savoir mon khatan, les garçons je voudrais savoir ma kala. Bon, à part ça, non mais c'est normal. Certains vont dire j'aimerais savoir qu'est-ce que j'ai à faire dans ma vie. Ça c'est une belle question, d'accord ? Ou d'autres, par exemple Rabbi Yosef Karo, vous savez qui a écrit le Shulchan Arour, il a étudié un moment avec un ange. Il avait demandé à cet ange, il avait dit pourquoi il y a tant de souffrances dans le monde. Donc il y a des questions comme ça, on va dire, des grandes questions fondamentales, soit des questions personnelles, soit des questions humanitaires qui touchent toute l'humanité. Et donc c'est le genre de questions qu'on aurait envie de poser à Eliyahu Hanavi si on avait la chance de pouvoir le rencontrer. Eh bien, la Gemara, alors ce que je vous décris ici, c'est une Gemara, le Talmud. La Gemara nous donne les deux questions qu'a posées Rabba Baravoua à Eliyahu Hanavi. Et la première question, vous allez voir, c'est des questions très techniques. Et c'est des choses qui paraissent vraiment pas fondamentales. C'est pas des choses très courantes. La première question qu'il pose, c'est quelqu'un a emprunté de l'argent. Donc maintenant, il doit rembourser. Et il n'a pas de quoi rembourser. Donc il est comme ça gêné. Alors, il y a une halakha, est-ce qu'on est messader ? Ça veut dire, est-ce qu'on peut étaler la dette ? Est-ce qu'on peut... Parce qu'il faut lui laisser de quoi vivre. Il faut lui laisser de quoi vivre. Entrez. Nickel. Il faut lui laisser de quoi vivre, donc on va étaler la dette. Du coup, la personne va peut-être même pas tout rembourser et le prêteur va être quelque part un peu lésé dans cette histoire. Oui. Et donc c'est la question qu'il lui demande, comment est la halakha, d'où ça vient, et il lui donne la réponse, je ne vais pas vous la donner, c'est pas le sujet essentiel. Deuxième question qu'il lui demande, question qui arrive extrêmement souvent, vous savez quand on a une récolte, il faut aussi ça se mettre un peu dans l'époque, dans l'histoire. Nous, on reçoit notre paye tous les mois, etc. Avant, les gens étaient essentiellement agriculteurs. Et leur paye, ils la recevaient une fois dans l'année, pour toute l'année, c'était quand ils rentraient la récolte dans la grange. À l'époque de Sukkot, ils rentraient la récolte, comme on dit engranger d'ailleurs, et c'était pour toute l'année. Le problème, c'est qu'entre le moment où je dois moissonner, laisser le blé sécher pendant l'été, ensuite le rentrer à Sukkot, dans la grange, et ensuite moudre, vendre, etc., etc. En attendant, des fois, les gens étaient pauvres. Des fois, ils n'avaient pas le temps que ça rentre de nouveau l'argent et qu'ils puissent acheter ce qu'il faut pour se nourrir. Alors, des fois, les gens étaient dans un état de pauvreté au moins temporaire. Et donc, il lui dit, vous savez que sur cette récolte aussi, il faut prélever la trouma et le maaser. Il faut prélever la trouma, donc c'est un prélèvement pour les Kohanim, qui eux n'ont pas de champ, d'accord ? Donc ils vivent uniquement des dons de nourriture, et les Lévi'im, ils reçoivent le maaser, ça s'appelle le 10e. Et donc quand quelqu'un prélève la trouma, il doit faire une bracha. Cette bracha, c'est une bracha comme toutes les brachot qu'on fait sur une mitzvah, mais ici elle a un caractère un peu particulier parce que c'est un peu une bracha genre je suis en train de prélever pour nourrir les Kohanim sur une partie de ma récolte, donc c'est une bracha de hashirut, une bracha de richesse. C'est une bracha qui est dans un environnement comme ça, une connotation de richesse, d'accord ? Je suis en train de donner aux Kohanim. Et la question qu'il a posée, Rabba Baravoua Eliyahu Hanavi, c'est comment peut faire quelqu'un qui n'a pas d'habit ? Il n'a pas d'habit, d'accord ? Vous allez me dire, ça n'existe pas. Non, en fait, il n'a qu'un seul habit, imaginez-vous.
Je sais, les filles, vous dites, moi, j'ai rien à me mettre, mais après, on ouvre la penderie, d'accord, et il n'y a plus de place. Oui. Après, il y a la penderie, là. Après, il y a la deuxième penderie. Il y a votre grande sœur qui s'est mariée, vous avez squatté sa penderie. J'ai 8 filles, je connais les trucs, voilà. Il y en a partout, et j'ai rien à me mettre, d'accord? Les garçons, à mon époque, c'était genre, on avait un jean, une chemise, un t-shirt et une paire de baskets, voilà. Maintenant, ça commence ça se rapproche. Hein, ça se rapproche. Si vous avez des frères ou si vous avez des cousins, des copains, vous savez que ça se rapproche. Ne me regarde pas comme ça. Non, je rigole. Je vise personne. En tout cas, à l'époque, c'était assez courant que les gens n'avaient qu'une tenue. Ils avaient qu'une tenue, il n'y avait pas le prêt-à-porter, etc. D'ailleurs, même les tenues, j'avoue, même moi, par exemple, quand j'étais étudiant, j'ai porté les blousons de mon père. J'ai porté le manteau de mon père, qui venait de son père. Ouais, c'était de la qualité à l'époque. Hein. C'était pas, je vais pas donner de marque, mais voilà. Mais c'était comme ça. Les gens se passaient les habits d'une génération à l'autre, et on en avait un pour toute la vie. Ouais, combien de manteaux vous avez déjà à 25 ans? Combien de manteaux vous avez déjà? Hein? Avec la fermeture qui craque, et hop, on change au lieu de réparer la fermeture. C'est pas le sujet. On n'est pas sur un problème d'écologie. En tout cas, lui, on parle de quelqu'un qui a qu'un seul habit, et il a lavé. Il a lavé, et il n'y a pas de soleil, il fait pas beau, et ça sèche pas. Et oui, il n'y a pas non plus les machines pour sécher. Et du coup, eh bien, il doit prélever la trouma, il y a un Kohen qui attend, et il n'a pas d'habit. D'accord? C'est pas une question fondamentale, c'est pas une question courante, malgré tout. Oui? Et voilà la question qu'a posée Rabba Baravoua à Eliyahu Hanavi. Mais alors, franchement, voilà, même les commentateurs de la Gemara, ils disent, on veut comprendre. On veut comprendre. C'est quoi ces deux questions? Des détails de choses qui arrivent très rarement. Et c'est ça, toutes les questions qu'il a posées à Eliyahu Hanavi, c'est tout. Bon. L'histoire continue, puisque j'ai dit que je racontais une histoire. D'un seul coup, Rabba Baravoua, il a comme ça un déclic, il dit, mais Eliyahu, Rav Eliyahu si vous voulez, Eliyahu Hanavi, qu'est-ce que tu fais dans un cimetière? Vous savez qu'Eliyahu Hanavi, c'est qui? C'est Pinchas. Pinchas, il est devenu Kohen, il est Kohen. Et donc s'il est Kohen, il ne peut pas être dans un cimetière. Et là-dessus, Eliyahu Hanavi lui dit, dis-moi, vous savez, il y a ce qu'on appelle le Shas. Shisha Sidre Mishnah. Il y a 6 catégories d'enseignement dans la Torah orale. D'accord? Un de ces 6 catégories-là, c'est Taharot. Ce sont toutes les lois de pureté et d'impureté. Ok? Et donc, cette loi, est-ce qu'un Kohen peut rentrer dans un cimetière ou pas? C'est dans la catégorie des lois de pureté et d'impureté, donc de Tahara. Ok? Et donc, Eliyahu Hanavi s'étonne et lui dit, je comprends pas, tu n'as pas étudié ces lois-là? Tu ne sais pas qu'on est dans un cimetière de non-juifs. Et un cimetière de non-juifs, il n'y a pas de touma, il n'y a pas d'impureté qui pourrait empêcher le Kohen de rentrer. C'est pas la même chose que dans un cimetière de juifs. Donc, c'est pour ça que je peux être ici. Voilà ce qu'il lui répond. D'accord? Là-dessus, Rabba Baravoua s'excuse. Il dit effectivement, j'ai étudié, Tosfot précise, il a étudié les Mishnayot, mais il n'a pas étudié la Gemara, qui va plus développer. Et donc, effectivement, il ne connaissait pas cette halakha, et c'est pour ça qu'il était étonné que Eliyahu Hanavi soit dans un cimetière. Et il lui dit, pourquoi tu n'as pas étudié ces lois-là? Il lui dit, parce que j'ai déjà les 4 autres, les 4 domaines sur 6, j'ai eu du mal déjà à les étudier, parce que j'ai du mal à me concentrer, j'ai du mal à me mettre bien dans l'étude. Pourquoi? Parce que je souffre de la faim, parce que je suis pauvre, oui. Ah, alors il lui dit, bon, Eliyahu Hanavi, il lui dit, écoute, on va essayer d'arranger ça, d'accord? Vous savez qu'Eliyahu Hanavi, lui, à la base, c'est un homme, Pinchas, comme vous et moi, mais il est arrivé à un tel niveau, qu'il est remonté au niveau d'Adam Arishon, d'Adam avant la faute. Il est redevenu éternel et c'est devenu Eliyahu Hanavi, un prophète. Mais après, il est rentré comme ça. Alors, je vais pas tout expliquer, mais il est rentré vivant avec son corps et avec ses habits dans le Gan Eden. Dans le jardin d'Éden, il est rentré vivant avec son corps et ses habits. Donc lui, il a cette capacité de faire ça. Et donc il a pris Rabba Baravoua, Zbling, il a fait rentrer, comme ça c'est marqué en Gemara, il l'a monté dans le Gan Eden. Ouais, ça vous dit ou pas?
Oui, alors on va essayer d'organiser ça après. Non, c'est une blague. On va pas l'organiser. Qui c'est qui veut passer devant? Non, personne. Alors, donc il l'a monté dans le Gan Eden. Oui. Alors, vous voulez savoir ce qui s'est passé là-haut? Oui. Alors la semaine prochaine, je vous dirai. Alors, ah oui, en fait, j'ai oublié de vous dire, attention, il y a des sucettes. Je vais poser des questions et celui qui répond, il y a des sucettes. Alors, concentrez-vous bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit voilà. Donc il l'a monté, il l'a amené avec lui, il l'a amené au Gan Eden. Donc il est rentré au Gan Eden. Et là, c'est comment le Gan Eden? Alors il y a des descriptions parmi les textes de la Torah orale. Et on nous décrit ce qu'il y a de plus beau dans la nature. Ce qu'il y a de plus beau. Ça veut dire des champs, des arbres, des fleurs, des oiseaux, des senteurs. Imaginez, waouh, imaginez le summum de la beauté de la nature. C'est comme ça qu'on décrit le Gan Eden. Et donc, il arrive là et il lui dit, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas prendre... Alors imaginez, il y a des arbres, les arbres... Alors nous, ici, on a des arbres stériles. Oui, le Gan Eden, Walou, stérile. Les arbres, ils sont fruitiers. Je veux dire, c'est quoi cette histoire? Stérile, c'est pas joli. Donc, il va lui dire, prends... Alors, à votre avis, on prendrait quoi dans le Gan Eden? Imaginez, vous êtes là-bas. Alors, bon, on est entre nous, hein. S'il prend, il va revendre. Vous avez compris le système. Oui, je vois les sourires. Voilà, on est entre nous. Donc, il y a un petit business à faire. Voilà. Donc, on rappelle qu'il est dans un état de pauvreté extrême. Et donc, il veut que Yohanavi l'aide un peu. Donc, c'est pour ça qu'il l'a amené au Gan Eden. C'est pas pour faire une visite guidée. Oui. C'est pour revenir avec des choses qui valent une fortune et pour pouvoir arranger un petit peu, comme on dit, son ordinaire. Oui. Et donc, il va lui dire, prends des fruits. Oui? Non. Il va lui dire, prends des feuilles. C'est bien. Prends des feuilles. Des feuilles, petites feuilles. Feuilles, des arbres, des feuilles. Oui. Ouais, je vois. Alors il lui dit, enlève ton manteau. Non, je le fais pas. Enlève ton manteau. Vas-y, rassemble des feuilles. Tu mets les feuilles dedans. Tu reprends le manteau sur le dos et tu redescends avec ça. C'est des feuilles du Gan Eden. Vous n'avez jamais acheté des feuilles du Gan Eden? C'est normal. Oui. Mais sachez que ça vaut une fortune, c'est quasiment... il faut regarder sur eBay, je sais pas. Mais ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Sur le Bon Coin, je sais pas. Et donc il prend son sac, il s'apprête à sortir. Là, je fais vraiment du rattrapage, parce que je raconte jamais d'histoire. Et là, on fait que ça. Hein. Et donc, il ressort avec son sac. Et à ce moment-là, il entend une voix qui lui dit « Qui c'est qui est en train de manger son Olam Haba, son monde à venir, comme Rabba Baravoua ?» Alors, il s'arrête. Oula, il parle de moi, là. C'est-à-dire que je suis en train de manger mon Olam Haba. C'est en fait les feuilles que je vais descendre, que je vais vendre, qui vont pouvoir améliorer mon ordinaire. Ce sera pris sur mon monde à venir. Alors, ça peut s'entendre, oui. Mais c'est un peu dommage. C'est vrai que c'est tentant quand même. C'est tentant. Il va être immensément riche. Seulement, ça va durer combien de temps? Il a peut-être déjà 40 ans, 50 ans. Donc ça va durer encore peut-être à l'époque 20 ans, 30 ans, je ne sais pas. Oui. Et le problème, c'est qu'il est en train de prendre des choses qui sont éternelles. C'est pas 1000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans, 200 000 ans. C'est éternité. On n'a pas d'idée ce que c'est. Est-ce que ça vaut le coup d'améliorer son ordinaire sur quelques dizaines d'années pour prendre de son éternité, de son Olam Haba, d'accord? C'est là où on va vivre après pour l'éternité. Alors vous allez me dire, bon, ça va, calmez-vous, il prend que des feuilles, hein, je veux dire, il a laissé les fruits, les arbres, les fleurs, les trucs, il y a un savon, il y a ce qu'il faut. À la limite, des feuilles, vous savez, dans les jardins, on les ramasse, on les met à la poubelle, donc c'est pas grave, hein, c'est pas un problème. Évidemment, vous comprenez que ce sont aussi des images, tout ça. Bon, en tout cas, Rabba Baravoua, il le prend pas comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend le manteau, il le secoue, il remet les feuilles dans son Gan Eden. Je ne descendrai pas une seule feuille de là. Et il remet le manteau, et il redescend. Donc ça s'appelle revenir à la case départ sans toucher 200 francs. D'accord? C'est sur le Monopoly. C'est 200 € maintenant, c'est combien maintenant? Moi, à mon époque, c'était 200 francs. 200. Bon. Welcome, Shana. La discrétion totale. Et donc, il rejette les feuilles et il redescend avec son manteau. Et donc, il faut que je reste dans le cadre. Et donc, il n'a plus rien.
Il n'a plus rien, c'est dommage. Vous êtes déçus ou pas? On se dit, mince, tu aurais pu au moins garder une petite feuille, je sais pas, un truc, ouais, non. Alors, alors, je vois que l'équipe du trekking est là. Et alors, qu'est-ce que... Mais, vous sentez là? Vous sentez pas? C'est qu'en fait, son manteau sent l'odeur des feuilles du Gan Eden. Son manteau sent l'odeur des feuilles du Gan Eden. Donc il prend son manteau, et là, il le met en vente. Il le vend 12 000 dinarim. Je sais pas combien ça fait en euros de nos jours, mais je veux dire, je sais pas, c'est une somme phénoménale. Rien que parce qu'il y a l'odeur. Alors, vous savez, l'odeur, bon, c'est vrai, nous, quand il y a une odeur, on le met au soleil, au bout d'une semaine, il n'y a plus d'odeur. Non, ça bouge pas. Le Gan Eden, c'est quelque chose d'éternel. Ça veut dire que celui qui a ça, il peut le donner à ses enfants, ses petits-enfants, il y aura toujours l'odeur du Gan Eden. Je vous avoue que je sais pas à quoi ça sert, mais ça vaut très, 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 très cher. Et donc, avec ça, il est devenu immensément riche. Alors imaginez s'il avait descendu, les feuilles ne seraient qu'une feuille. Qu'est-ce que ça aurait été? Évidemment, vous comprenez, vous dire, oh là là, dis donc, ça vaut le coup de bosser ici sur Terre, parce que si ça rapporte autant, dis-moi ça avec des petites mitzvot, tzitzit, comme ça, tu mets les tzitzit, tu fais un peu de sniout, tu manges kasher, tu fais Shabbat, waouh, c'est bingo, vous voyez? Oh, bon, c'est un message subliminal, en passant. On revient à l'histoire, et donc il devient immensément riche, mais il refuse d'utiliser l'argent. Vous allez dire, pourquoi il a vendu alors? Ah, parce qu'on est juif, un juif il vend. Non, c'est pas ça. Alors, il refuse d'utiliser l'argent. Alors, il a des fils. Non, il veut pas donner à ses fils non plus. Il a des gendres. Bon, les gendres, c'est bon. Et donc, il a refait, comme on dit, tous ses gendres. Je sais pas combien il en avait. Il leur a distribué l'argent. Et ces gendres ont pu vivre largement grâce à cette fortune qu'il a tirée seulement du parfum des feuilles qui étaient dans son manteau. Voilà. Ah, l'histoire, c'est fini, on peut aller manger. Il n'y a rien à manger, alors on continue. Alors là-dessus... Après vous êtes... Alors là-dessus, je suppose que vous avez plein de questions. Vous avez plein de questions, d'accord? D'abord, pourquoi il a posé 2 questions aussi simples que ça? Il n'y a pas des trucs plus fondamentaux à demander, d'accord? Première question. Retenez, parce que moi je vais oublier après. Deuxième question, c'est quoi déjà? Oui. Comment il a un avis, il peut l'envoyer comme ça au Gan Eden? Le Gan Eden, soit j'ai le niveau du Gan Eden, soit je l'ai pas. C'est un monde spirituel. Si j'ai le niveau, j'ai pas besoin qu'on me porte. Si j'ai pas le niveau, on peut pas me faire rentrer là-haut. C'est pas possible, oui. Troisième question, pourquoi il lui a dit de prendre des feuilles et pas des fruits? Tant qu'à faire, ils prennent des fruits, c'est ça, c'est ce qui vaut beaucoup plus cher. Quatrième question, c'est quoi ce micmac? Et il lui dit de prendre des feuilles, il prend les feuilles et après il lui fait comprendre qu'il faut les reposer. Très sympa, hein, comme truc, hein. Entrez, vous allez avoir un bon repas, et vous l'avez vu, hop, non, maintenant vous pouvez repartir, non, il faut pas manger. Je sais pas, je veux dire, on vous fait rentrer dans le roi, il vous prend comme ça, il dit, je veux te remercier avec toute ma gratitude, rentre dans le truc de trésor, là, comment ça s'appelle? Hein? La caverne d'Ali Baba, là, rentre dans le coffre-fort, là, de la Banque de France, prends tout ce que tu veux. Et au moment où il prend tout, il a bien chargé, il lui fait comprendre, repose tout. Donc voilà, bon, il a pris, il a reposé. Qu'est-ce qu'il y a encore comme question qu'on pourrait poser? Ah oui, pourquoi il n'a pas voulu profiter de cet argent? Toute l'histoire, c'était pour qu'il puisse mieux étudier. D'accord? Donc, il était pauvre. Donc voilà, il a un avis, il a dit, je vais t'arranger. Oui, comme on dit chez le dentiste, vous pouvez m'arranger un peu là. Donc, non, rien à voir, j'ai pas dit. Alors, et ensuite, pourquoi il a pas pris pour lui? Pourquoi il n'a pas pris pour ses enfants? Pourquoi il a pris seulement pour ses jambes? Ça va? Vous avez envie d'avoir les réponses ou pas? Alors, les réponses sont données, c'est le Siftei Chaim qui explique ça, mais c'est quasiment tout le Maharal de Prague.
D'accord? D'ailleurs, si vous voulez, on est dans un projet d'aller organiser un voyage à Prague pour visiter les synagogues, les gvarot et tout. On l'a déjà fait il y a 3-4 ans. C'était en hiver, sous la neige et tout. C'était magnifique. On avait passé Shabbat après au Bet Rabbah là-bas. C'était royal. C'est voilà, vraiment un beau voyage à faire. Attention, les places sont limitées. Je vous préviens, c'est les plus rapides. Je lag comme ça. Voilà. Alors, le Maharal de Prague va répondre à toutes ces questions et on va utiliser aussi Rav Dessler qui va aussi nous expliquer une chose. Alors déjà, les deux premières questions, c'est facile. Par pudeur, on va dire par pudeur. Vous êtes avec moi? C'est bon? Attention, je note. Par pudeur. Attends, qui c'est qui est capable de répéter toutes les questions? La première question. Allez. Oui? Pourquoi des questions si simples? Si tu la veux pas, tu la revends. Elle sent le Gan Eden. Pourquoi des questions si simples? Deuxième question. Comment il a fait monter le Gan Eden? Bon, mais c'est bien tenté. Voilà. Comment il a pu le faire rentrer au Gan Eden? Où il a le niveau, il n'a pas le niveau. Troisième question. Ah, on joue qu'une fois. Chez les filles, une fois garçon, une fois fille. Alors, dans l'ordre. Je la garde. Comment? Pourquoi il n'a pas fait? Vous me faites Pourquoi il a pris des feuilles et pas des fruits? Je ne sais pas si j'arriverai jusqu'au bout. Non, reste trois. Ensuite, question suivante. Pourquoi il lui fait prendre, après il lui demande de les rendre? Oui. Question suivante. Pourquoi il n'a pas utilisé l'argent? Faites passer. Chance. Joli. Et dernière question. Hein? Quoi? Pourquoi il n'a pas profité? Bon, c'est la même, c'est bon. Magnifique. Alors, question, c'est pas la première question, pourquoi il a posé des questions si simples, il n'a pas profité pour poser des questions fondamentales, mais si, il l'a fait avec subtilité, il l'a fait avec pudeur, d'accord? Il lui a dit, en fait, ce qu'il veut lui dire, regarde, à mon avis, je voudrais comprendre une chose. Pourquoi Hachem a mis la pauvreté dans le monde? Hachem, il veut qu'on fasse les mitzvot, il veut qu'on fasse sa volonté. Regarde, quelqu'un qui a emprunté de l'argent, c'est une mitzvah de rembourser. Il faut savoir, quand on rembourse, c'est pas juste je rembourse, c'est une mitzvah de rembourser. Et à cause de sa pauvreté, la halacha elle-même, la Torah elle-même, elle va prévoir, ça s'appelle un moratoire, elle va prévoir un échelonnement, elle va léser finalement le prêteur. Des fois, le prêteur, c'est pas la banque, des fois, c'est juste un monsieur gentil qui a prêté sur ses économies, et lui aussi, il a besoin. Donc, tu vois que la Torah, elle a prévu une limite à ce qu'on appelle les mitzvot ben adam lachavero à cause de la pauvreté. Donc pourquoi Hachem a mis la pauvreté? D'un côté, il nous dit de faire les mitzvot et après, il nous met la pauvreté dans certaines situations, certains mazal, qui vont nous limiter dans les mitzvot ben adam lachavero. Évidemment, c'est un exemple, il y a d'autres cas. Et la deuxième question, c'est pareil. Il lui dit maintenant, faire la bracha sur la trouma, c'est une mitzvah ben adam la makom, entre Hachem et moi. Et là aussi, je suis limité. J'ai pas mes habits, ils sont en train de sécher, et donc je peux pas faire la bracha. Donc la pauvreté me limite. Et après, dans la suite de la discussion, là où Léonavi il a un peu poussé dans ses retranchements, il a été obligé de dire franchement, Dachik li alma, moi le monde il est serré pour moi, j'ai du mal à vivre, et du coup je peux pas étudier tout ce que je pourrais étudier. C'est ça sa question fondamentale. Comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu, d'un côté, il nous demande de faire des choses, et d'un autre côté, il nous met des limites. Il nous met des gênes, oui. Et ça, c'est la question qu'on va tous se poser dans la vie. Ça veut dire, je veux aller à un cours, et voilà, ils ont coupé le métro à Nation, d'accord? Et franchement, juste le soir, on fait le cours, d'accord? Avant, il n'y avait pas. Hein. Voilà. Et des fois, on veut faire quelque chose. Une fois, j'avais un jeune homme que je connaissais depuis longue date. Et il s'est éloigné de la Torah, il en était malheureux. Après, chacun il fait sa vie, hein, mais il en était malheureux. Bon, s'il en est malheureux, Et alors je lui dis, écoute, si tu veux, on va
on va se faire un petit quart d'heure ensemble d'études, mais je te préviens, c'est un quart d'heure. Au bout de 15 minutes, c'est fini. Même si tu veux rester, moi, c'est fini. C'est un quart d'heure. J'ai fait exprès parce que des fois, les gens, ils vont rester 1 heure, 2 heures, mais ils reviennent plus. Donc, je préfère faire court et ils reviennent. Finalement, on est rendez-vous, le jour, le machin, tout ça. Il m'a dit, moi, j'ai failli avoir un accident, allez-nous, et lui, il m'a dit, j'ai eu je ne sais combien d'empêchements pour venir faire ce quart d'heure. Oui. Et oui, et c'était pas pour rien, parce que ce quart d'heure, ça a changé sa vie. Parce que le lendemain, il y a un 2e quart d'heure, et puis un 3e, et un 4e, et il est revenu, et il s'est marié, et il a des enfants, et il habite à Yerushalayim, et ça a changé sa vie. Donc des fois, c'est comme ça, les empêchements, ils sont là, et sachez que quand il y a des empêchements, c'est qu'il y a un enjeu, c'est qu'il y a quelque chose derrière, il y a quelque chose. Mais pourquoi c'est comme ça? C'est ça que Rabba Baravoua, il a demandé à Eliyahu Hanavi. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous met des difficultés, des bâtons dans les roues que tout le monde connaît, d'accord? C'est un sujet qu'on a déjà un peu abordé la semaine dernière, sous un autre aspect, alors qu'on veut faire sa volonté. Pourquoi? Voilà, ça, déjà, on a compris que c'est pas des petites questions de détails. C'est vrai qu'il a fait comme ça, avec style, comme ça, sur la lacha et tout, vous voyez. Comme une fois, quelqu'un, il était venu voir un rave, le soir de Pessah, il lui a dit, est-ce qu'on peut faire les arba kosot, les 4 verres du soir de Pessah sur du lait? Oui. Alors le rave, il lui a dit, non, on peut pas. Et il lui a donné une bouteille de vin et un poulet. Alors, la bouteille de vin, je comprends, parce qu'il a compris que s'il demande sur du lait, c'est qu'il n'a pas de vin. Mais pourquoi il lui a donné un poulet? Ou de la viande? Parce que s'il va boire du lait, c'est qu'il n'a pas de viande. Donc, vous avez vu la finesse du pauvre? Comment il a fait? Hein? Il lui a pas dit ce qu'on peut faire sur du Coca-Cola. Il lui a dit sur du lait. Donc des fois, il faut comprendre, les gens, ils se gênent, donc il faut comprendre. Donc ça, c'est les deux, on a répondu à la question. Maintenant, comment il est monté au Gan Eden? Comment il est monté au Gan Eden? Comment il est monté au Gan Eden? Alors là, souvent, on se trompe. Le Gan Eden, c'est pas un endroit là-bas, je sais pas où. Oui. C'est pas un endroit. Et moi, si je fais bien la Torah, je fais bien les mitzvot, alors je reçois un pass, je reçois les clés, et je vais avec, vous savez, comme la chambre d'hôtel. Je reçois la petite carte, comme ça. Il y a le numéro de la chambre. C'est ma place au Gan Eden. Elle est prête là-bas. Et j'arrive, bonjour, voilà, j'ai bien travaillé, je peux rentrer, hop, je fais bing, ting, ça devient vert, et je rentre. C'est pas comme ça. Rav Dessler, il dit, le tzaddik ne rentre pas dans le Gan Eden. C'est le Gan Eden qui rentre dans le tzaddik. Elle est belle, cette phrase. Rav Dessler. Il dit, le Gan Eden, c'est nous qui le faisons. Et vous savez où on le fait? On le fait dans notre neshama, dans notre âme. D'accord? Évidemment, Nefesh Hachaim m'explique de façon un peu plus compliquée, mais on va pas le faire, qu'il y a des niveaux de neshama dans le corps, au-dessus et en haut, il y a plein de choses. Ça, c'est la Kabbale et tout. Mais l'idée, on va pas donner tous les détails, mais c'est que chacun d'entre nous, en fait, les transformations spirituelles qu'il fait en lui, qui sont imprégnées, pas imbriquées, mais imprégnées, imprimées, qui sont imprimées, s'impriment dans sa neshama, et c'est ça son Gan Eden. Le Gan Eden, il est en nous, d'accord? Alors maintenant, si c'est comme ça, je vais vous montrer mon Gan Eden. Vous êtes prêts? Prêtes? Voilà. Attention, regardez. Mon Gan Eden. Vous voyez rien du tout. Alors regardez le vôtre. Regarde ton Gan Eden. Ah, c'est mon Gan Eden. On n'a pas la même chambre. Non, alors... Non, ça c'est Gan Eden de Shabbat. Non, en fait, vous ne voyez pas votre propre Gan Eden parce que vous avez une mechitza, vous avez un rideau, vous avez un voile, un obstacle. C'est quoi? C'est le corps, c'est notre matérialité, notre gouffre, notre corps matériel. On est dans un monde matériel, on est dans un corps, et comme on est dans un corps, eh bien, on voit que du corps. On voit que du corps, que des habits, que de la matière. On ne peut pas voir le spirituel. Eh bien, écoutez, regardez ça comme c'est merveilleux, comment on comprend les choses comme ça avec Rav Dessler et le Maharal de Prague. Il n'a pas monté au Gan Eden.
il a juste, regarde, il a juste, comme ça, posé sa main dessus, parce que lui, il est au Hanavi, il a ce pouvoir-là, parce qu'il est rentré, lui, avec son corps au Gan Eden, donc il a purifié son corps. Il a été capable de purifier son corps, que son corps ne fasse plus obstacle par rapport à son âme. Et donc il peut, comme ça, poser la main sur quelqu'un et faire que d'un seul coup, la personne, elle voit sa Neshama. En fait, le Gan Eden, là, ce jardin avec les feuilles, les fleurs, c'était lui. Il s'est vu, lui. Il a vu sa Neshama. C'est son Gan Eden, c'est lui. D'accord, ce que dit Rav Dessler. Le Gan Eden est dans le tzaddik, mais on peut pas le voir. On le voit à la fin, quand le corps il va se reposer là-bas. Et la Neshama, elle monte, on dit monter, mais en fait, elle va dans ce monde spirituel, elle est dans ce monde spirituel, et le corps ne l'emprisonne plus. Et donc il a vu son propre Gan Eden. D'accord? Alors là, on a expliqué, un petit peu, comme on peut comprendre évidemment, hein, mais on a expliqué comment il a pu le faire rentrer au Gan Eden. Il n'a pas fait rentrer au Gan Eden, il a enlevé cette carapace qui est le corps pour laisser apparaître sa Neshama qu'il a construit jusqu'à présent, qui est son Gan Eden. D'accord? C'est ce qu'on dit en technique, Srar Mitzvah, Mitzvah. C'est-à-dire que le salaire d'une Mitzvah, c'est la Mitzvah. C'est-à-dire que la spiritualité, tout ce qu'on fait, c'est pas un passe. C'est pas je fais une mitzvah et ça me donne une clé, une carte pour rentrer quelque part. C'est la mitzvah en elle-même, elle s'imprègne en moi et c'est ça la récompense c'est la mitzvah elle-même la récompense. Ça veut dire la construction de ma personne qui est dans la Neshama. Alors attention, je vous rassure aussi, hein, c'est pas que à 120 ans qu'on voit ça. On le voit déjà quand on vit. Les gens, alors il y a des gens, ils ont toujours vécu dans la Torah, Baruch Hashem, mais des gens, par exemple, qui n'ont pas vécu dans la Torah et qui après ont fait tchouva, ont vécu dans la Torah, ils savent qu'il n'y a pas photo. Ils savent qu'ils échangeraient pas 10 ans contre un jour d'avant. D'accord? Ils savent très bien qu'ils ont une vie tellement plus heureuse, tellement plus complète, où tout prend un sens. Donc ça, on le sent aussi dans ce monde. On profite déjà dans ce monde, de cette construction. Si vous avez comme ça des grands tzadikim qui ont du mal à manger, parce qu'ils ont même plus envie, ils ont plus tellement besoin, ils sont là, ils dorment très peu, ils mangent très peu, ils sont dans le spirituel. C'est pas qu'ils se forcent, c'est pas qu'ils se font souffrir. C'est parce que justement, c'est chacun d'entre nous, à son niveau, il a cette évolution-là dans la vie, et il déplace, si vous voulez, ses goûts, il déplace ses plaisirs, il déplace ses aspirations vers des choses plus spirituelles, parce qu'il voit que ça lui profite. Parce qu'il voit qu'il est plus heureux, c'est tout bête, hein. Vous savez, il y a personne qui pendant des dizaines d'années va être religieux, va faire comme ça, parce que peut-être il y a le Gan Eden. C'est on voit déjà tout de suite. C'est ça qui nous motive, d'accord? Et donc c'est comme ça qu'on comprend que Eliyahu Hanavi lui a permis de voir ça immédiatement. Alors après, les feuilles. Pourquoi des feuilles? Il y a comme ça, c'est marqué Ve'aleu lo yibol, que les feuilles ne flétrissent pas. Fanent pas. Flétrir aussi, non? Bon, ok. Alors, les feuilles, comme ça, il y a un verset qui dit ça. La Gemara Souka, elle explique, elle dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les grands en Torah, il faut même étudier leurs paroles profanes. Quand ils disent, passe-moi le sel, gratte-moi dans le dos, tout ça, il faut étudier ça. Il faut étudier leurs enseignements de Torah, des grands rabbanim, des grands tzadikim, mais il faut même étudier ce qu'ils se disent dans leur vie profane. C'est ça, c'est comparé aux feuilles, ça. C'est comparé aux feuilles. D'accord? C'est pour ça qu'on dit que les feuilles ne fanent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un qui vit Alpi Torah, que toute sa vie, elle est réglée par la Torah, que tout son but, c'est de grandir le nom d'Hachem, eh bien, c'est vrai que quand il met les tefilines, quand il fait la tefila, une fille, quand elle est sniout, elle étudie aussi, elle fait des mitzvot, elle mange kasher, elle fait shabbat. C'est sûr que ça, il est en train de se construire, comme on a dit, son Gan Eden, sa Neshama, mais même dans les choses profanes. Même quand elle fait les courses avec le caddie, même quand elle parle à son bébé, même quand on lui change les couches, tout ce qui est profane, à partir du moment, alors à un haut niveau, quand c'est comme ça des gens qui le font tout Alpi Torah, tout d'après les règles de la Torah, eh bien, même ça construit le Gan Eden. Et ça fait quoi? Ça fait les feuilles. Parce que c'est l'accessoire. Pourquoi on dit les feuilles? Parce que les feuilles, c'est l'accessoire des fruits.
C'est vrai qu'on peut faire des tisanes avec des feuilles et tout, mais enfin bon, l'essentiel c'est les fruits. Hein. Si on ne nourrit qu'avec des feuilles, ça va pas aller très loin quand même. Donc, le but de l'arbre, c'est le fruit. Les feuilles, ça sert à le protéger, à faire la photosynthèse, et etc. Et à nourrir les fruits, à nourrir l'arbre. Eh ben nous, pareil, tout ce qu'on fait pour vivre, pour être en bonne santé, pour travailler, pour avoir de quoi se nourrir, manger, dormir, etc. Tout ça, c'est les feuilles par rapport aux fruits. Et les fruits, c'est les mitzvot en elles-mêmes. Eh ben c'est ça qu'Eliyahu Hanavi lui a permis de faire. Il lui a dit, tu sais, regarde, tu vas laisser les fruits. Ça, on le laisse pour là-bas. Mais si tu veux, ne vous laissez pas distraire. C'est les feuilles. D'accord, le fruit, il est là. Non, tu sais, regarde. Je vais te montrer, regardez un peu, alors je raccourcis, je fais un peu plus rapide. Il a voulu lui montrer que alors on va aller très très vite, je vais aller les feuilles et l'odeur des feuilles. Que rien que le parfum des feuilles qu'il a descendu ensuite, rien que ça vaut une fortune colossale. Et ça, c'est quoi? C'est le parfum de la construction que nous apportent les actions profanes qui servent à vivre dans la Torah. Donc, évidemment, avec les difficultés qui vont avec. Il est en train de lui dire, tu sais, tu crois qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a mis des bâtons dans les roues. Oui? T'as pas mis des bâtons dans les roues. Sache que toutes les difficultés que tu rencontres pour accomplir la Torah, pour vivre sur terre d'après la volonté d'Hachem, tout ça, ça te démultiplie ta construction. C'est ça, c'est les feuilles, c'est toutes les feuilles. Regardez un arbre, il y a beaucoup de feuilles par rapport aux fruits. Il dit, regarde, c'est tout ça, ce que tu es en train de faire comme effort, parce que tu es pauvre, parce que ci, parce qu'il est là. Eh bien, ce sont les feuilles. Et le parfum de ces feuilles, déjà, c'est une fortune. Donc, réalise ce que tu es en train de construire. Imagine une forêt pleine de feuilles. Imagine ce que tu es en train de construire. Quand tu vis ta vie profane, évidemment, on a tous des difficultés, par définition. Quand on est dans la matière, par définition. D'accord? Même si on mange, après il faut digérer, après il faut je dis pas quoi, et après on a refaim. La matière, c'est automatiquement des galères. D'accord? Mais on vit dedans, on est obligé de passer par là. D'accord? Tout. Voilà, je vais pas tout détailler, j'entends le bruit des trucs, là, j'essaie de raccourcir. Et c'est ça qu'a compris, c'est pour ça qu'on lui a dit prends et repose. C'est ça qu'a compris Rabba Baravoua. Il a réalisé que toutes ces difficultés de la vie finalement, c'est ça qui donne la valeur à l'essentiel, au but, c'est vrai, c'est la Torah, c'est les mitzvot. D'accord? Mais c'est pas une question combien t'en fais. C'est pas une question combien tu fais de mitzvot. C'est quelles valeurs elles ont. Et les valeurs de ces mitzvot, elles sont en fonction des efforts que tu fais. Les foum Sahara Agra, comme ça. C'est la phrase de l'Agmara. Les foum Sahara Agra. Selon tes efforts et la construction. Tu construis ton Gan sur les efforts. Donc Rabba Baravoua, il a tellement compris cette leçon que quand il est redescendu, il a dit, mais or, je veux plus qu'on m'arrange les affaires. Je veux pas profiter de cet argent. Je veux rester comme j'étais. Parce que j'ai compris la richesse que c'est. C'est un peu, si on veut faire un raccourci, j'ai compris l'immense richesse que représentait ma pauvreté. J'ai compris l'immense richesse, le facteur multiplicateur que représentait chaque difficulté que j'ai dans la vie, qui donnait la vraie valeur au mitzvot, à ce que je fais quand j'accomplis la Torah. Donc j'en veux pas. Mes enfants, je veux pas non plus. Mes fils, je veux pas non plus, parce qu'on dit les fils c'est comme lui. Les enfants c'est comme la personne. Il dit bon, l'argent on va pas le jeter quand même. Donc les gendres, oui. Ça il explique pas plus, donc je peux pas expliquer pourquoi les gendres ça le dérangeait pas. Mais il dit non, les gendres c'est attaché, on est attaché à ses gendres, mais c'est pas la même chose que les enfants. Donc il a donné ça à ses gendres. Ici, ce que je voulais partager avec vous, c'est ressentir ça dans les tripes. Nous, à chaque fois qu'il y a des difficultés, on est là, on se dit ah si seulement. Comme ça, il termine Rav Siftei Chaim. Il dit ah si seulement j'étais plus intelligent, comme j'étudierais bien.
Si seulement j'étais plus riche, comme je ferais beaucoup de tzedaka et des mitzvot. Si seulement j'étais plus beau ou plus belle, si j'étais plus ceci, si mes parents ils étaient plus comme ça, ah si j'étais né à tel endroit, ah si je sais pas tout ce que vous voulez. Oui. On est là, on se dit ah si seulement. Si j'avais pas cette truc qui me gêne, si j'avais pas le métro qui s'arrête à Nation, si j'avais pas que le matin je suis fatigué et que j'ai du mal à me lever, et parce que je me suis couché tard hier soir, parce que ma petite sœur elle a pleuré dans le berceau, etc. Ah si seulement j'avais, si seulement, mais non, c'est pas si seulement. Ça, c'est ça la richesse. C'est ça qui donne la valeur. Il y a rien, si vous voulez, on peut rien avoir de valable sans effort. Ça n'existe pas. Plus quelque chose a de valeur, plus il faudra faire des efforts pour l'avoir, plus ça, et plus je fais des efforts pour quelque chose, plus ça lui donne de la valeur. Même quand je vais faire des fois un acte simple, si pour faire cet acte simple, j'ai fait beaucoup d'efforts, ça lui donne une dimension phénoménale. Vous savez, par exemple, l'étude. J'ai un dernier exemple, parce qu'après, et Anthony me regarde comme ça, il fait bon, ça y est, ouais, je parle, oui. 20 pages. En plus, il a 20 pages. Donc... vous savez, l'étude, il y a des niveaux d'études. Étudier en le Chumash, après la Mishnah, la Gemara, mais dans la Gemara, après les Rishonim, les Acharonim, le Pilpoul, et je creuse, et je truc, il y en a, ça fume, d'accord? Et il y a des niveaux infinis de profondeur dans l'étude de la Torah orale. Oui. Ça y est, on raconte, je m'excuse, j'ai oublié le nom, on raconte qu'une fois un rave, il est passé comme ça, en Russie, comme ça, en Europe de l'Est, et il a vu un soldat russe. Vous savez, les Juifs, des fois, ils étaient enrôlés, ça durait 25 ans. Ils perdaient tout, quoi. C'était terrible. Ils n'avaient plus le choix de faire des choses, oui. Et ce soldat-là, je sais pas, il avait une permission ou il a fini ses 25 ans, je sais pas. Et donc, du coup, il savait pas étudier. Alors, il voulait étudier. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait comme ça un truc facile et il répétait. Je me souviens plus le détail, mais il faisait vraiment le bas à bas de l'étude. Il faisait le bas à bas de l'étude. Mais ce Rav qui avait Roi Kodesh, inspiration divine, il a vu que Akadosh Baruch Hu, il chérissait cette étude plus que n'importe quelle étude dans le monde. Parce que c'était fait avec tous les efforts que cette personne avait traversés pour arriver à ça. Eh bien, c'est ça qui donne toute la valeur. Et ça doit nous motiver. Quand, à un moment, on est là, j'ai dit que j'allais à un cours, et puis voilà, il y a un problème de transport, ou j'ai mal aux pieds, ou ceci, ou je sais pas quoi, ou il fait froid, ou il pleut, ou il truc, nana. Mais c'est là, au contraire, qu'il faut y aller. C'est là que je me construis. Et c'est comme ça dans tous les domaines. Et c'est ça qu'on apprend de cette histoire et que je voulais partager avec vous. Et d'ailleurs, c'est une très bonne, comment on dit, introduction, comment on dit? Transition, merci. Transition avec donc Anthony, qui a été un petit peu désigné d'office et qui a vécu ça de façon, on va nous vous raconter lui-même, hein? Tumultueuse. Et eh bien la construction est fonction de l'effort. Et donc on écoute Anthony.